Bonjour François Bayrou, merci d'être avec nous. Bonjour. Bien sûr, en direct de Pau, confinement oblige. Vous êtes maire de Pau, vous êtes président du MoDem. D'abord un mot sur les chiffres qui continuent à être terribles jour après jour. Des records, 3500 morts depuis le début de l'épidémie, 499 en 24 heures. Les Français se préparent de plus en plus à l'idée que ce confinement il dure, peut-être au-delà du 15 avril annoncé. Est-ce que c'est aussi ce que vous jugez le plus sage ? Je pense il serait très imprudent de faire des pronostics à court terme optimistes. Je ne suis pas certain que dans 2 semaines, les raisons qui ont conduit au confinement seraient finies. Je pense au contraire que tout ce qu'on voit dans les chiffres et dans la dynamique des chiffres conduit à penser que probablement les pouvoirs publics seront amenés à prolonger ce délai-là, et donc tout le monde s'y prépare. Il n'y a pas un Français qui croit que tout ça va se lever à l'instant. Je pense au contraire que ce qu'on voit, c'est la nécessité d'avoir des disciplines, d'avoir des conduites prudentes, d'avoir tous ces gestes et toutes ces attitudes qui font que la propagation du virus sera ralentie, à la fois pour que les hôpitaux ne soient pas encombrés et pour qu'on attende, j'espère que ça viendra un jour, traitement et vaccin. On va y revenir d'ailleurs sur cette sortie et les modalités de sortie ensuite de ce confinement. Mais d'abord un mot sur les inégalités que ça révèle, que ça réveille peut-être. Ceux qui peuvent télétravailler, la plupart du temps des cadres, ceux qui sont obligés de se rendre au travail, souvent les plus modestes, qui prennent donc le risque de la contagion. On a quand même un peu le sentiment que c'est 2 France qui ne sont pas forcément traitées à la même enseigne. Comment est-ce que vous voyez ce risque éventuel d'explosion des inégalités ? Je pense que tout le monde a conscience que chacun, où qu'il se trouve, a des responsabilités et des devoirs. Alors, il est vrai que ceux qui sont dans le travail manuel, dans les interventions, je pense aux équipes qui sont les équipes des communes, des départements et des régions, ceux qui font que les autres peuvent vivre, ont évidemment des responsabilités particulières. On a organisé des équipes qui se relaient, et puis il y aura, je le pense aussi, des gestes à faire pour montrer que on tient compte. Mais c'est vrai qu'il y a des gens de vie différenciés. C'est pas la même chose. Oui, des gestes financiers, je voulais dire des primes. C'est vrai que c'est pas la même vie ni le même confinement lorsque vous avez une maison et un jardin, même petit, et lorsque vous avez un petit appartement pour une famille nombreuse. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les tensions augmentent, les tensions à l'intérieur des couples, les tensions avec les enfants. Il y a même parfois une augmentation des violences. C'est vrai, c'est pas la même vie. Et c'est pourquoi il faut être très attentif à la manière dont on régule le confinement selon les quartiers et selon les espaces de vie où l'on est, où l'on se François trouve. Bayrou, vous parliez à l'instant de gestes éventuels. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de systèmes, notamment pour les entreprises, mais de manière plus immédiate, quand on parle, comme vous le faisiez à l'instant, de ceux qui doivent aller travailler, on pense bien sûr aux manutentionnaires, aux caissières, à tous ceux qui sont dans la logistique du transport, qui assurent aujourd'hui la chaîne alimentaire également. Est-ce qu'il faut systématiser les primes ? Est-ce qu'il faut que le gouvernement y contraigne les entreprises ? Quelle est votre position ? Bon, je crois que c'est un devoir que les entreprises exercent au nom de la collectivité, que les collectivités locales elles-mêmes doivent exercer. C'est un moment qui est très dur, et dans ce moment très dur, il faut au minimum qu'il y ait des gestes de reconnaissance. Il faut au minimum qu'on comprenne que ceux qui assument ce travail, qui est souvent un travail manuel, un travail de proximité, ils ont droit à ce qu'on leur donne un coup de pouce, quelque chose qui leur permette de reconnaître que leur travail a été repéré, a été vu, et qu'on leur rend hommage, je trouve,
trouve que c'est une solidarité nécessaire. Le gouvernement vient de faire des gestes très importants en permettant que la prime qui porte le nom du président de la République depuis l'an dernier soit versée sans charge, sans difficulté supplémentaire pour un certain nombre d'entreprises. Je crois que ça doit être aussi le cas des collectivités locales. Les collectivités locales, vous êtes maire de Pau. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez montrer l'exemple et verser cette prime qu'on appelle prime Macron, donc la prime défiscalisée? C'est exactement ce à quoi nous travaillons avec les organisations syndicales de la mairie. Vous voyez bien que ceux qui ont la charge d'entretenir la commune, d'entretenir la ville, pour tous les autres, cela mérite qu'on fasse un geste pour eux. Et oui, si nous devons être à l'avant-garde de ce geste-là, nous le serons. Donc c'est pas encore complètement finalisé, mais vous travaillez là-dessus, François Bayrou? Allô? Oui, c'est pas complètement finalisé, mais vous travaillez là-dessus, François Bayrou, c'est ça? On travaille là-dessus avec les organisations syndicales. Quand vous entendez le gouvernement qui effectivement chaque jour annonce, vous le disiez, un certain nombre de dispositifs pour aider les entreprises, pour aider les salariés, vous avez toujours fait partie de ceux qui disaient attention, il ne faut pas creuser le déficit, il ne faut pas creuser la dette. Évidemment, on est dans un temps exceptionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de limites, qu'on puisse creuser autant qu'il le faudra? Alors, plus de limites, je ne dis pas ça. Je dis une chose précise, c'est que du temps où, en effet, j'ai fait campagne pour mettre en garde contre le creusement de la dette, et on voit bien aujourd'hui que si on avait plus de marge de manœuvre, ça serait mieux, comme un certain nombre de pays qui nous entourent. Mais du temps où je faisais ces mises en garde, la dette était une dette nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement différente, parce que toutes ces dépenses qu'on doit faire, toutes ces aides qu'on doit apporter pour faire face à l'épidémie de coronavirus, ça ne doit plus, ça ne peut plus être seulement une dette nationale. Pourquoi? Le coronavirus, c'est la faute de personne. Il n'y a pas un pays dans le monde dont on puisse dire c'est eux qui ont fait des fautes de gestion, donc ils n'ont qu'à assumer la responsabilité de leurs actes. Ce que je crois au contraire, c'est que cette calamité qui frappe le monde entier, qui a commencé en Chine, qui est en Europe, qui va être demain aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, avec les difficultés que l'on voit, cette calamité-là, elle doit être assumée par l'humanité tout entière. Elle doit être assumée par les organisations politiques de l'humanité tout entière. Et pour moi, ça doit être une dette partagée. Il faut que les banques centrales, la Banque centrale européenne a déjà fait un certain nombre de choix qui sont justes. La Banque centrale américaine est allée encore plus loin. Il faut que les banques centrales s'entendent pour que cette catastrophe qui fasse l'humanité, elle soit assumée dans ses conséquences par l'humanité tout entière. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle organisation au-delà des banques centrales? Est-ce qu'il faudrait, comme on a créé à un moment l'ONU, imaginer de nouvelles instances de direction pour effectivement mettre en commun ce fardeau? Alors moi, je suis pas du tout pour créer tout le temps des organisations supplémentaires. Je pense qu'il faut mieux faire marcher les organisations qui existent. Et la coopération des banques centrales, vous voyez bien que, qu'elles soient officielles ou officieuses, sur l'espace de la planète, elle existe en réalité entre la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne. Vous voyez qu'il y a une réflexion partagée. Faute qu'elle soit officielle, elle est en tout cas officieuse. Et j'espère que la Banque centrale chinoise pourra elle aussi participer, la Banque centrale japonaise, à cette réflexion-là. Donc, encore une fois, c'est une catastrophe qui frappe l'humanité tout entière sans que nul n'en soit responsable. Il n'y a pas, où que ce soit sur la planète, quelqu'un qui en porte la responsabilité. Il faut donc l'assumer ensemble.
On a envie d'y croire à cette forme peut-être d'optimisme sur un fardeau partagé, sur le fait de se mettre ensemble pour y faire face. Sauf que ce qu'on constate, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, c'est quand même un peu la loi du plus fort, ou en tout cas le chacun pour soi, chaque pays qui essaye de gagner du temps par rapport aux autres. Jacques Delors est même sorti de son silence habituel pour parler d'une menace sérieuse. Le cite: le climat qui règne entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité font courir un danger mortel à l'Union européenne. On est loin de ce que vous espérez d'une forme de solidarité. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont y être contraints, quelle que soit leur position de départ. Parce que la menace est immense. Vous voyez bien que si l'Europe n'a pas une réponse coordonnée en direction de ce fardeau partagé, eh bien elle explosera. Vous voyez bien qu'on ne peut pas dire on abandonne l'Italie à son sort, on abandonne l'Espagne à son sort, on abandonne la France à son sort, parce que vous allez voir que au-delà des frontières, les maux, les calamités, les victimes, le nombre de personnes atteintes montrent qu'il y a une unité profonde du continent européen. Et qu'on ne peut pas se débarrasser de cette unité uniquement au nom d'égoïsmes budgétaires nationaux. Je suis, moi, très, très choqué, par exemple, de la position des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont organisé une fiscalité pour que les grandes entreprises aillent de préférence placer leur siège européen chez eux. Mais on ne peut pas considérer qu'à partir de là, ils sont exonérés de tout effort. Je crois exactement le contraire. Je pense qu'il faut d'une certaine manière bloquer le compteur au début de cette crise et analyser les dépenses qui sont faites sur l'ensemble du continent européen pour lutter contre cette épidémie du coronavirus. Cette partie-là du budget public doit être le plus possible partagé. Et ceci est la conception même de l'Union européenne. Que ce soit presque une parenthèse, y compris dans le calcul des déficits des différents États ? On n'en est plus vraiment au calcul des déficits des différents États. Je crois que cette période-là, pour l'instant, elle est mise entre parenthèses. Et il est bon qu'elle le soit. Vous voyez bien que ce qui est en cause, c'est la plus grande crise qu'on ait connue de mémoire d'homme sur l'ensemble de la planète depuis plusieurs siècles. Parce que cette crise, elle a en effet un aspect sanitaire extrêmement dangereux, mais vous voyez bien que l'économie de la planète s'est arrêtée. Sous toutes les latitudes et dans tous les pays, qu'aujourd'hui un habitant de la Terre sur deux ou presque est confiné, et ceux qui ne le sont pas courent de terribles risques. Je pense à l'Afrique. On vient de voir que Pape Diouf a été hélas le premier mort du coronavirus au Sénégal, mais vous imaginez les risques de contagion en Amérique du Sud. Et vous observerez que tous les chefs d'État qui voulaient d'une certaine manière hausser les épaules et considérer que bon, c'était pas pour eux, qu'ils allaient être plus malins que les autres, qu'ils allaient jouer avec l'épidémie, tout cela sont obligés aujourd'hui de faire des volte-face à 180 degrés et de prendre une position différente. C'était le cas de Boris Johnson, c'est le cas de Trump, ça sera le cas de Bolsonaro demain au Brésil. On est obligé de considérer que les disciplines, les efforts, les contraintes qui viennent de cette épidémie touchent l'ensemble des pays de la planète. Oui, mais nous, François Bayrou, certes, on en a parlé très tôt, mais il y a eu cette question du maintien du premier tour des élections. Vous aviez tenté d'alerter Emmanuel Macron et Édouard Philippe en disant il ne faut pas tenir ce premier tour, y compris jusqu'à la veille. Vous avez tenté de faire annuler ce premier tour des élections. Vous n'avez donc finalement pas été entendu. Quel est votre regret aujourd'hui par rapport à ça ? Bon, mon regret, c'est que, alors même que le président de la République était acquis à cette idée,
J'en atteste parce que j'étais à tout instant pendant ces heures-là en ligne avec lui. Il était acquis à l'idée de reporter cette élection. Et puis, des responsables de l'opposition, et non des moindres, et puis toutes les organisations politiques de l'opposition, en vérité, on dit ça, c'est une ruse, c'est une atteinte à la démocratie, on veut nous empêcher de tenir les élections, c'est scandaleux, on se prononcera contre publiquement. Or, ce que le président de la République avait en tête, c'était qu'il y ait un consensus, que toutes les forces démocratiques puissent dire, écoutez, aujourd'hui, c'est pas raisonnable, on va reporter un peu plus loin les élections. C'est ce qu'il aurait fallu faire pour des raisons sanitaires et pour des raisons, j'allais dire, psychologiques dans l'opinion. On ne peut pas à la fois fermer les bars et les restaurants, demander aux gens de ne pas sortir de chez eux et puis maintenir cette organisation. Bon, c'est fait, c'est derrière nous. Mais ça veut dire, de ce point de vue-là, il y a eu un manque de civisme. Un manque de civisme et une forme de responsabilité de la part des oppositions ? Bon, vous sentez bien que j'ai pas envie d'être aujourd'hui dans des polémiques internes au monde politique français. Je trouve que c'est pas bienvenu et je trouve que ceux qui le font, comment dirais-je, ne donne pas sa place à ce sentiment de co-responsabilité qui doit nous animer tous. Je sais pas, ça fait très longtemps, que les questions qu'a eu à traiter le monde politique n'étaient pas des questions de vie ou de mort. Ça fait très longtemps que le sentiment que la société peut être entraînée vers une dissolution, vers des attitudes qui sont des attitudes de dispersion, d'antagonisme, qui menacent même la vie au sens propre de nos concitoyens. Ces sentiments-là de responsabilité doivent s'imposer à tout le monde. Et pour moi, autant que je pourrais, je ne ferai pas de polémique malvenue. Oui, mais malgré tout, vous rappelez quand même qui, à un moment, a freiné cette décision. Cela dit, d'ailleurs, on peut se dire que le président de la République lui-même, à un moment, aurait pu le décider malgré les oppositions. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend aussi d'un chef d'État ? Bon, le sentiment de la plus grande responsabilité d'un chef d'État, en tout cas, je crois, tel que le président de la République le ressentait à cet instant, c'était que le pays soit uni. C'était que on n'aille pas à des décisions en ordre dispersé. Alors, pour ma part, j'avais le sentiment que le risque était grand, mais je comprends aussi qu'on puisse dire on va entraîner tout le monde, on va pas se lancer dans des décisions qui pourraient apparaître des uns contre les autres. Aujourd'hui, on est donc en tout cas dans ce confinement dont vous dites vous-même qu'il sera sans doute amené à durer. Essayons quand même de commencer à nous projeter vers l'après. Il y a la question sanitaire et puis la question économique. Sanitairement d'abord, ce confinement, il y a une question de sortie, mais aussi des modalités de sortie. Comment vous imaginez la suite ? Est-ce que du jour au lendemain, on pourra claquer dans les doigts et repartir vers une vie comme avant, ou est-ce qu'il faudra le faire de manière progressive ? Bon, d'abord, c'est la question essentielle. Tout le monde voit bien que le confinement sert à ralentir la propagation du virus pour des raisons qui sont des raisons immédiates. Je pense par exemple à la saturation des services d'urgence des hôpitaux. Et pour des raisons qui sont de plus long terme. Est-ce qu'on va pouvoir avoir tous les équipements nécessaires ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir tous les tests nécessaires ? Est-ce qu'on va pouvoir expérimenter des traitements ? Enfin, tout cela sont évidemment des questions qui demandent à avoir un certain délai pour qu'on puisse les organiser. Donc, le confinement, c'est la mesure d'urgence la plus importante et tous les épidémiologistes sur toute la planète sont d'accord sur ce sujet. Mais évidemment, tout le monde voit bien que ça ne va pas suffire à arrêter le virus. Et donc, ce qui est très important, c'est que les citoyens puissent se faire une idée, nos concitoyens, de la manière dont on va sortir du confinement. Quelle sera l'étape d'après ? Moi, ce que je crois, c'est que quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, en Corée du Sud par exemple, on voit qu'il y a une mesure
dont on n'a pas les moyens encore aujourd'hui, je sais bien parce qu'à Pau nous y travaillons tous les jours, c'est une capacité de détection généralisée. Qu'on puisse, lorsque le moment viendra de lever le confinement, qu'on ait les moyens de voir qui a été atteint par le virus, qui est porteur du virus dans le moment présent et qui n'a pas été atteint. Il se trouve que les tests que nous avons aujourd'hui, sans vouloir faire de précision technique, mais les tests que nous avons aujourd'hui sont des tests qui mesurent la présence du virus au moment où on fait le prélèvement. Mais il y a d'autres systèmes de détection qu'on appelle sérologiques et qui regardent dans le sang la trace de la contamination du virus. Le fait de l'avoir eu. Récente ou très antérieure. Le fait de l'avoir eu, parce qu'en principe, je dis en principe parce que les débats médicaux, comme vous savez, sont très importants, en principe, lorsque on a rencontré le virus, on est vacciné d'une certaine manière. Et donc, on est à l'abri d'une recontamination, sauf dans des cas extrêmement marginaux. Vous seriez favorable, idéalement, à un test quasi généralisé pour pouvoir vérifier effectivement qu'on a les anticorps, qu'on l'a bien eu. Mais vous le disiez vous-même, vous disiez dont on n'a pas les moyens aujourd'hui. Est-ce que c'est pas tout le problème malgré tout ? On découvre, alors vous le disiez, il ne faut pas faire de polémique, évidemment c'est pas le moment, mais il y a quand même un petit découragement quand on a le sentiment que parfois les masques, on nous a dit c'est pas utile, mais on se rend compte que c'était aussi parce qu'on n'en avait pas. Les tests, on nous a dit c'est pas forcément utile de les généraliser, mais c'est aussi parce qu'on n'en avait pas. Est-ce qu'on aura les moyens à temps pour pouvoir sortir de cette crise avec des tests généralisés comme vous l'évoquez ? Alors il y a deux questions dans votre question. La première c'est est-ce qu'on aura les moyens de cette détection-là? Je crois que oui. D'après ce que disent les industriels et à la fois ceux qui produisent les machines qui font les tests et ceux qui produisent les réactifs chimiques, oui, je crois qu'on aura à court terme ou à moyen court terme les moyens de faire des détections très larges. Il y a des appareils, des machines, notamment pour les tests sérologiques, qui permettront de traiter plusieurs centaines de milliers, peut-être davantage encore, de tests par semaine. Bien. Et après tout, il y a des pays qui ont fait cela. Donc je crois que techniquement, on pourra. Et les pouvoirs publics feront l'effort nécessaire, je n'ai aucun doute. Il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'il a été prudent dans la période passée de se défaire, de se démunir de nos capacités de production de médicaments. J'entendais tout à l'heure l'appel des responsables des hôpitaux et notamment des hôpitaux de Paris sur le fait qu'ils craignaient de manquer des médicaments nécessaires, notamment pour les anesthésies, du curare par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que ça a été prudent de se démunir, y compris de la fabrication des masques? Le président de la République a répondu hier, j'ai le même sentiment que le sien. Ça a été très imprudent. Vous vous souvenez que j'ai fait des campagnes présidentielles sur le thème de produire en France, produire en Europe, parce que ce qui est de l'ordre de l'essentiel pour l'indépendance d'un pays, ce qui concerne sa santé, ce qui concerne sa défense, alors il faut à tout prix qu'on le conserve sur le sol. Je dis pas seulement du pays, mais de notre Union européenne, au moins de l'Union européenne étroite, ceux qui décident, ceux qui ont la volonté, et au fond, c'est ce que Jacques Delors rappelait, d'aller de l'avant ensemble. Et donc vous pensez qu'il faudra un avant et un après ? Sur l'indépendance, il faudra un avant et un après, parce que je ne crois pas une seconde que la société repartira après une crise sanitaire, économique, sociale, démocratique peut-être, de cet ordre-là. Je ne crois pas qu'on va repartir comme avant. Par exemple, je ne crois pas que la manière de vivre ensemble, de se saluer, sera la même qu'avant. Beaucoup de choses vont changer et d'une certaine manière, il y a peut-être aussi un espoir dans le fait que tant de choses vont changer dans la société. On restera sur ce mot-là, le mot d'espoir. On en a tous envie et on en a tous besoin en ce moment. Merci François Bayrou d'avoir été avec nous en direct de Pau. Je rappelle que vous êtes maire de Pau et président du MoDem. Il est 8h57 sur BFM et RMC.